Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, première séance du Conseil pour l'année 2024. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 15 janvier 2024 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, C. Lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants. Séance ordinaire du 10 octobre, séance extraordinaire du 30 octobre, séance extraordinaire du 6 novembre, séance ordinaire du 13 novembre, séance extraordinaire du 20 novembre et la séance extraordinaire du 12 décembre. En règlement, 1. Adoption finale du règlement R865-2023 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'augmenter le nombre de logements autorisés et la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale dans la zone H022. En 2, adoption finale du règlement R866-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour certains usages dans les zones C105 et C214, secteur rue Saint-Jean-Baptiste. En 3, adoption finale du règlement R867-2023 ayant pour objet de modifier certaines dispositions spécifiques au quartier des Moissons du règlement de zonage R630-2015. 4, renouvellement de l'avis de motion présenté pour le règlement R853-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale R608-2014 afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons. En 5, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R871-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'agrandir la zone V307. En 6, adoption du premier projet de règlement R871-2024. En 7, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R872-2024 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de règlement de zonage et de dérogation mineures. Suivi en 8 de l'adoption du premier projet de règlement R872-2024. En 9, adoption du règlement R869-2023 concernant l'imposition d'une tarification pour les services de loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2024. En 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R870-2024 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2024. Dans Résolution, Administration et législation, 1, dons et subventions 2024. En 2, Club de golf Le Loup, aide financière. 3, propriété du 26 rue Saint-Jean-Baptiste. En 4, l'ordre du mérite modification. Dans Urbanisme et mise en valeur du territoire, 5, appel la décision du comité de démolition concernant le 50 rue Saint-Joseph. En 6, Programme Rénovation Québec 2024-2025, inscription. En 7, autorisation de paiement pour le 22 rue Sainte-Anne. En 8, demande à la CPTAQ, autorisation à une fin autre que l'agriculture, les lots 3 622 560 et 6 544 814. En 9, le programme PSMMPI, agent en patrimoine, conversion des sommes résiduelles de l'enveloppe formation, déplacement, hébergement en salaire.
Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation de demandes diverses. En G, de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre 2023. I, période d'intervention des membres du Conseil. En J, questions du public en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizet. En C, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants. Donc, en A, donc évidemment, il faut avoir été présent pour proposer ou seconder le procès-verbal. En A, séance ordinaire du 10 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est secondé par M. Fizet. En B, séance extraordinaire du 30 octobre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En C, séance extraordinaire du 6 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizet qui seconde. En D, séance ordinaire du 13 novembre 2023. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En E, séance extraordinaire du 20 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. M. Boily, et c'est secondé par M. Fizet. En F, maintenant, séance extraordinaire du 12 décembre 2023. Donc, c'était la séance sur le budget. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Fizet qui seconde le tout. En D1, adoption finale du règlement R865-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'augmenter le nombre de logements autorisés à la hauteur maximale d'une habitation multifamiliale dans la zone H-022. Donc, on en est rendu à l'adoption finale. Il y a eu plusieurs étapes dans le processus législatif. Il n'y a pas eu de commentaires lors de la période de consultation publique. Là. C'était mis en place suite à une demande d'un promoteur pour permettre l'habitation 8 logements là, dans le secteur à côté de chez Lico Imprimeur. Donc, on parle actuellement, il y a déjà un bloc à logement qui dispose de 8 logements. Cependant, ce dernier opérait sous droit acquis. Et là, ce qu'on viendrait faire, ce serait vraiment de l'enchasser dans notre réglementation. Et on le permettrait là, pour le futur. Également, le 3 étages serait permis. Donc, comme je vous mentionne, c'est l'adoption finale, donc la dernière étape là, du processus d'adoption. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? J'ai M. Fizet qui propose et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. Ça allait là pour tout le monde? Oui. En 2, maintenant, adoption finale du règlement R866-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R636-2015 afin d'autoriser une UHA, donc une unité d'habitation accessoire, pour certains usages dans les zones C-105 et C-214. Donc, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Également, là, c'est la dernière étape du processus législatif. Il y a une des deux, par exemple, là, qui s'est désistée, qui nous a demandé de fermer le dossier. Donc, on irait vraiment de l'avant seulement pour le 45 rue Saint-Joseph. Les unités d'habitation accessoires, hein, c'est nouveau. On a permis cela là, dans la dernière année. Donc, par exemple, de reconvertir son garage à l'arrière pour en faire un logement. Avec le manque de logements qu'on dispose sur le territoire, c'est quand même intéressant. Et on le mentionne souvent, il faut sortir des sentiers battus et essayer d'arriver avec de nouvelles solutions. Donc, ça serait la première unité d'habitation accessoire sur le territoire qui va voir le jour. Donc, ce soir, c'est l'adoption finale là, qui va permettre d'aller de l'avant sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Monsieur Besson et c'est Mme Bouchard qui seconde. Donc, le tout est adopté. En 3, adoption finale du règlement R867-2023 ayant pour objet de modifier certaines dispositions spécifiques au quartier des Moissons du règlement de zonage R630-2015. Également, là, c'est une adoption finale. Si je le résume, là, on parlait entre autres là, de permettre 30% de fenestration là, en façade avant là, pour la partie en habitation là, dans le développement des Moissons et permettre le 2 stationnements là, un à la suite de l'autre pour également ce secteur. On est allé de l'avant là, dans d'autres secteurs, dans d'autres projets sur le territoire et on veut quand même là, être congruent avec les précédents. Donc, on irait de l'avant aussi là, avec cette solution. Et lorsqu'on regarde un petit peu et on sort du territoire de Baie-Saint-Paul, on voit que c'est des
des pratiques là, qui ont lieu, là, entre autres à la Ville de Québec ou dans d'autres municipalités. Donc, on va de l'avant aussi là, à Baie-Saint-Paul. Il y aurait le coefficient là, de 0,4 %, donc qui mentionne que le bâtiment ne peut pas occuper plus de 0,4 % là, du terrain du lot, en fait. Donc, également, on est en adoption finale. Il n'y a pas eu de commentaires lors de la période de consultation publique. Donc, ce soir, on est en adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En 4, renouvellement de l'avis de motion présenté pour le règlement R 853-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA, R 608-2014, afin d'intégrer les chapitres relatifs au parc agroalimentaire ainsi qu'aux zones commerciales du quartier des Moissons. On est en discussion avec le promoteur, donc il y a eu un envoi en premier là, de la documentation du promoteur. On a fait une analyse, le tout a été retourné au promoteur. On nous revient, tout ça. Donc les discussions vont quand même bon train. C'est un gel là, qui est de permis là, pour le secteur tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une entente avec le promoteur. On renouvelle l'avis de motion ce soir. Cependant, là, on a quand même bon espoir que très prochainement, on va pouvoir lever le tout et procéder là, à l'émission des permis dans ce secteur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait le dépôt de l'avis de motion? Je vais le déposer. Parfait. Non, comme c'est un renouvellement là, de l'avis de motion, je n'ai que besoin d'un proposeur. J'ai Mme Bouchard là, qui... oui, c'est un avis de motion, donc on a seulement besoin de quelqu'un qui dépose l'avis. Oui. En 5, maintenant, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 871-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'agrandir la zone V-307. On a procédé à une transaction là, dans le secteur de la rue du Suroît l'an dernier, une transaction là, qui était un parc qui appartenait là, à la ville, et là, ça a été vendu à un particulier, ce qui fait que ce dernier là, veut être en mesure d'ériger une résidence, et là, sur ces deux lots, hein, il y en a un qui est zoné public, ce qui fait en sorte que c'est impossible d'ériger une résidence, évidemment, là, sur une affectation publique. Et ce qu'on viendrait faire, là, ce serait de permettre là, que l'affectation villégiature soit sur l'ensemble des deux lots pour que le résident là, puisse là, ériger sa propriété. Et là, évidemment, là, les frais là, sont à la charge là, du requérant. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Besson, on serait en 6 à l'adoption du premier projet. Comme vous déposez l'avis de motion, vous en serez son proposeur. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? Donc, j'ai Monsieur Duchesne. En 7, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 872-2024, ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage et de dérogation mineure. Donc, c'est un projet omnibus, comme on l'appelle, là, qui comprend là, différents passages législatifs et réglementaires. Donc, entre autres, le premier, c'est pour permettre certains abris de taux permanents. Ce n'est pas les fameux abris tempo. Donc, c'est ceux et celles là, qui ont des abris, là, comme je pourrais dire, là, de toiture sur des piliers permanents. Là, c'est quand même là, assez... ça a du style, on peut le dire ainsi. Là. On le voit quand même dans certains autres secteurs, et ça peut être en bois ou à d'autres matériaux comme cela. Donc, on viendrait le permettre ici à Baie-Saint-Paul. Il y a également au niveau des spas, là, ça, c'est pour être en congruence avec la réglementation provinciale. Un spa là, qui contient plus de 2000 litres là, d'eau serait considéré comme une piscine. On a également le nombre de garages. Donc, il y avait peu de spécifications là, dans notre réglementation, mais lorsque des gens sont en secteur urbain, ça serait autorisé d'avoir un garage sur le terrain, et lorsqu'on est à l'extérieur du périmètre urbain, ça serait 2 garages. Cependant, pour ceux et celles là, qui sont à l'extérieur du périmètre urbain et qui ont là, une propriété de plus de 10 000 mètres carrés, donc cette règle ne s'appliquerait pas. Au niveau de l'écart de hauteur entre 2 bâtiments en zone résidentielle, donc on passerait de 33% à 25% là, pour avoir là, une homogénéité. Des fois, on a certaines problématiques, des gens qui construisent une résidence et qui sont beaucoup plus hauts que le voisin. Donc, il y a des voisins là, qui nous mentionnent que c'est pas toujours intéressant que le voisin puisse voir dans sa cour. Donc, on serait là à 25% au lieu de 33%. Et la dernière, là, ça serait pour au niveau des abris forestiers.
forestiers, ceux et celles qui ont un abri forestier là, en zone forestière et qui ont un bâtiment complémentaire, donc un garage, le tout là, serait de 14 mètres carrés au maximum. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? M. Bessonne va déposer l'avis de motion. On est en adoption également du premier projet, donc vous allez proposer le tout. Est-ce que j'ai un secondeur? J'ai Mme Bouchard. Je peux m'exprimer sur le sujet. Je ne voterai pas nécessairement contre, mais je vais dire que pour la hauteur, moi, j'aurais conservé le point 33 pour éviter que les gens aient à faire des demandes de dérogation mineure, ce qui amène nos contribuables à avoir un coût additionnel quand on fait une demande de dérogation mineure des frais de 500 $. Donc, j'aurais conservé le point 33. C'est pas, pour moi, ça me demeurait important, mais j'appuie le conseil dans la démarche. Oui, M. Fizette, vous voulez vous exprimer? Oui, pour aller dans le même sens que M. Duchesne, là, je ne crois pas qu'entre point 25 et point 33, il y ait ce point de différence. Et puis, effectivement, ça mettrait les gens en situation de faire des demandes de dérogation lorsqu'ils ont besoin de cette dimension-là. Moi, je trouve qu'on va un peu fort là-dessus. Fait que quand on sera rendu à voter, là, on pourra s'exprimer encore davantage si nécessaire. Bien là, est-ce que vous demandez le vote ce soir? On peut faire ça au début. Bien, on est en première adoption. Oui, donc, je demande le vote. Donc, le vote est demandé. Pour la première adoption, oui. Donc, OK. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient s'exprimer avant que j'appelle le vote? Non, ça va pour tout le monde. Donc, ceux et celles qui sont en faveur de l'adoption, donc je vous demande de lever la main, s'il vous plaît. Donc, allez-y. Pour le 25. Donc, M. Boily, Mme Bouchard, M. Bessonne, donc vous êtes 3. Ceux et celles qui sont contre. Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette. Donc, le tout est adopté à majorité. En 9, adoption du règlement R 869-2023 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2024. Donc, c'est vraiment une augmentation de 2 % dans l'ensemble qui serait appliquée pour les différentes activités offertes par notre service des loisirs et de la culture. Donc, c'est pour qu'on puisse procéder à la hausse de tarifs. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne et j'ai M. Bessonne qui secondent le tout. En 10, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R 870-2024 visant l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2024. Donc, en résumé, c'est pour permettre au service des finances de procéder à l'expédition, à l'envoi, en fait, des comptes de taxes. Souvent, ça arrive en février prochain. Et c'est ça, là, au niveau du taux de taxe, comme ça a été mentionné, au niveau du budget, le taux général de taxation est à 0,76 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, ça a quand même diminué là, comparativement à 2023. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le faire. Donc, j'ai Mme Bouchard. Résolution, administration et législation, donc en 1, dons et subventions 2024. Donc, c'est les... Pour ce point, M. le maire, je vais me retirer puisque je suis en conflit d'intérêts. Oui, donc on va le noter au procès-verbal. Donc, Mme Bouchard se retire pour le point sur les dons et subventions. Donc, il y a eu évidemment différentes demandes de différents organismes. Pour cette année, il y a le Centre communautaire Pro-Santé qui va se voir accorder 15 000 $ en subvention. Le Centre des femmes, 6 000 $. Vision d'espoir, 5 000 $. Cuisine, cinéma et confidence, 3 000 $. Le ciné dans le pré, 2 000 $. Le train de Charlevoix, 50 000 $. Tourisme Charlevoix, destination Baie-Saint-Paul, 25 000 $. Tourisme Charlevoix pour la cotisation annuelle, 27 000 $. Ça, c'est en fonction de l'entente là, sur les établissements hôteliers. Envoi le Charlevoix Association des personnes handicapées, 500 $. Le chœur polyphonique de Charlevoix, 500 $. La chorale Écho des montagnes de Baie-Saint-Paul, 1 000 $. Le club Bon Cœur, 2 000 $. Le club Les Belles Montagnes, c'est pour la FADOC, 500 $. L'école Forget pour le projet du potager, 12 000 $.
Forum jeunesse, 12 000 $. Le gala du centre d'études collégiales en Charlevoix, 350 $. Les mains de l'espoir, 3 750 $. Société de concert de Charlevoix, 200 $. TVCO, 5 000 $. La Ligue de sécurité routière, 200 $. Québec Mégatrail, 1 000 $. Les sentiers de la capitale, c'est pour entretenir les différents sentiers là, sur le territoire, 7 500 $. Vélo Charlevoix, pour les grands événements, des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, 20 000 $. L'Association des gens d'affaires pour le marché de Noël, 40 000 $. L'Association des gens d'affaires pour le marché public, 8 000 $. Le Cercle des fermières, donc pour la peinture de leur local, 500 $. La Corporation Lumière Image de Charlevoix, la CLIC, 500 $. Le Club d'astronomie de Charlevoix, 1 000 $. Le Festif, pour le festival, on a 35 000 $. Pour le cabaret du festif, 500 $. Pour le festif hivernal, 500 $. Le Musée d'art contemporain, 25 000 $. Ça, c'est pas pour les différents par la suite, là, c'est pour les tournois de golf. Là. Il y a celui-là de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, de la Chambre de commerce et de la Fondation de l'hôpital, ainsi que de la Fondation de la prévention du suicide. Également, il y a 200 $ là, pour la fibrose kystique en Kyoton, là, qui aura lieu là, en mars prochain. Il y a le FRIL également, un montant là, de 750 $, le Fonds régional d'infrastructures de loisirs. Hein, la Ville en bénéficie quand même là, pour les différentes infrastructures. Il y a 2 000 $ à la kermesse. Le Musée d'art contemporain également là, pour le cocktail de financement, 1 000 $. Et sinon, ça fait pas mal le tour là, pour les différents événements et tous les organismes. Donc, on parle de 318 900 $, là, comparativement à 333 565 en 2023. Donc, il y a quand même une diminution dans ce poste budgétaire. Et au fil des années, je pense juste à Réseau Charlevoix, lorsqu'on parle du train, hein, on donnait beaucoup plus que cela. Hein. C'était quand même plus de 200 000 $ dans les dernières années. Et là, c'est à 50 000 $. Donc, il y a eu une diminution depuis 2023 et on continue avec ceci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait une proposition pour l'adoption des... Oui, M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. Donc, Mme Bouchard là, peut venir nous retrouver. Si vous me permettez, juste mentionner que l'ensemble des demandes était de 438 000 et on en octroie pour 318 seulement. Donc, on a fait un effort maximum pour essayer d'éviter autant que possible la surenchère en fonction des demandes parce qu'on est sollicité constamment. Oui, c'est bien ce que vous mentionnez, M. Duchesne. Hein? Chaque demande est analysée là, par le conseil municipal. On ne peut pas malheureusement répondre positivement à toutes les demandes qui sont formulées. Là. Comme M. Duchesne le mentionnait, c'était plus de 400 000 de demandes. Et on a dû le prioriser en fonction de certaines priorités. Je crois tout de même que c'est intéressant de voir que la Ville est une ville qui est présente sur le territoire, qui également aide autant en culture auprès de nos jeunes, dans le sport, dans le loisir, auprès de nos aînés, de nos jeunes, tout ça. La Ville est présente et je crois que ça fait la différence puisque sans le soutien de l'organisation, il y a plusieurs événements, plusieurs organismes là, qui ne pourraient continuer là, dans leur mission. En 2 clubs de golf, le Loup aide financière. Donc, c'est une aide financière là, qu'on irait là, pour 10 000 $ en 2024 pour le club de golf et 10 000 $ en 2025. Donc, c'est une entente sur 2 ans. Cependant, pour 2025, là, c'est conditionnel à ce qu'on ait un plan de redressement financier là, pour qu'on puisse là, décaisser le tout. La Ville de Baie-Saint-Paul, dans le passé, a quand même été propriétaire là, jusqu'en 2011 du golf de Baie-Saint-Paul. Par la suite, ça a été cédé à l'entreprise privée. Il y a quand même 170 000 $ là, qui ont été investis par la Ville de 2019 à 2023 en aide financière. Donc, en 2023, on donnait 30 000 et là, on baisse à 10 000. C'est important pour nous. Hein, le golf à Baie-Saint-Paul, c'est quand même un moteur économique. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Baie-Saint-Paul en fonction du golf. Il y a plusieurs citoyens qui pratiquent ce sport. La Ville ne pourrait plus l'opérer, bien évidemment. Hein, c'est quand même, là, ça a des frais qui sont imposants pour opérer là, un club de golf, mais on est quand même partenaire de cette organisation
puisqu'il y a des retombées qui sont économiques, il y a des retombées sociales également. Plusieurs de nos concitoyens, là, ça donne à ce sport ou encore à ce loisir. Donc, ce soir, là, on y va, comme je le mentionne, pour une aide financière de 10 000 en 2024 et 10 000 en 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Donc, j'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. Vous vouliez vous exprimer, oui. monsieur? Je veux juste mentionner que cette année, c'était 15 000 rondes de golf qui ont été jouées par soit les membres ou soit encore par des gens qui jouaient au quotidien, au jour le jour, ou encore des gens qui peuvent jouer à forfait. Donc, 15 000 personnes qui circulent à Baie-Saint-Paul ou encore de notre population qui joue pendant 4 heures sur une activité saine en termes physiques, en termes d'activité, etc. Et moi, le conseil a trouvé important de soutenir le golf pour les 2 prochaines années tout en s'assurant que pour 2025, comme M. le maire l'a dit, on a un plan de redressement parce qu'il semble qu'à 18 000 rondes de golf, ils font leurs frais. Donc, puis je tiens à souligner l'effort des 18 propriétaires privés qui ont repris le golf en main pour en faire un atout touristique et un atout, je dirais, privilégié pour les gens qui sont en commerce. Parce que quand on se demande qu'est-ce qu'il y a à Baie-Saint-Paul à faire pour quelqu'un qui veut venir y travailler, bien, quand l'employeur il dit on a un aréna, on a un hôpital, on a un golf, peut-être que juste le mot golf va en attirer quelques-uns à venir travailler. Donc, à cet égard-là, on a pensé, le conseil, que c'était important pour les 2 prochaines années de les soutenir. Merci, M. Duchesne. On serait maintenant rendu au point 3. Ah oui, M. Fizette, oui, allez-y, excusez-moi. Si j'ai secondé, c'est aussi parce que je considère que le golf est une activité qui vient enrichir la vie communautaire de notre milieu. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Ça prend quand même des activités positives pour l'ensemble de nos concitoyens et aussi l'ensemble des invités de nos concitoyens. Alors, je trouve que c'est intéressant. Toutefois, il y a une condition pour la suite des choses, à ce qu'on ait un plan de redressement pour s'assurer que ça s'autofinance encore mieux que ça, sans être obligé de demander la contribution de l'ensemble de nos contribuables. Merci, M. Fizette. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer là-dessus? Non, ça va pour tout le monde. On serait rendu en 3, propriété du 26 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est en fonction des réparations du mur et de la terrasse. Donc, c'est juste pour qu'on puisse reconnaître que la dite terrasse était en place avant 1979. Donc, s'il y aurait des modifications futures. On a eu quand même des recherches avec le Centre d'archives de Charlevoix. Là, il y a des photos qui viennent prouver que le tout était érigé avant 1979. Donc, c'est pas une reconnaissance de droit acquis officielle qui s'octroie devant un juge en cour supérieure, mais c'est quand même que la Ville vient reconnaître que le tout était tout de même en place avec des photos du Centre d'archives. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne et j'ai M. Besson qui seconde. En 4, l'Ordre du mérite. Donc, c'est notre programme de reconnaissance ici à la Ville de Baie-Saint-Paul. C'est une modification mineure. Ce qu'on vient permettre, c'est que maintenant, les membres du Conseil, le Conseil va pouvoir reconnaître aussi des citoyens. Là, avant, c'était exclusif. Le tout devait être proposé par des citoyens, mais maintenant, s'il y a moins de candidatures proposées par la population, le Conseil municipal se réserve le droit nous-mêmes, qu'on puisse proposer des gens qu'on reconnaîtra par la suite. Donc, c'est vraiment, comme je mentionne, des modifications qui sont mineures. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Donc, M. Boilly et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 5, appel de la décision du comité de démolition pour le 50 rue Saint-Joseph. Donc, il y avait eu décision par le comité de démolition à l'effet de refuser la démolition du 50 rue Saint-Joseph. Il y avait également comme point qui avait été noté qu'il manquait certaines informations, entre autres un carnet de santé du bâtiment. C'est clair qu'on a eu quand même plusieurs échanges sur le dossier. Il y a les propriétaires qui sont ici ce soir, donc mes salutations, donc Mme Robin et M. Mercier. C'est clair qu'on les a également reçus ce matin en caucus d'études. Il y a des documents qui sont rentrés quand même tout récemment. Vendredi, on a reçu un carnet de santé. On est à refaire encore quelques communications afin de bien préciser le tout. Le tout va être remis également aux propriétaires très, très prochainement. On avait d'autres validations à faire en après-midi. Le tout va se terminer dans les prochaines heures.
On a eu une demande également là, du ministère de la Culture de reporter le tout pour qu'il puisse là, être en mesure de regarder qu'est-ce qui peut être effectué là, avec le ministère de la Sécurité publique. C'est clair que, comme conseil, on a cheminé également. Je vous le dis, c'est la dernière fois qu'il y a un report. Nous aussi, là, on commence à vouloir clore ce dossier. On comprend également tout ce que les propriétaires peuvent vivre dans ce dossier-là. C'est pas facile. Comme on l'a mentionné depuis le début, on veut vraiment tout se laisser les cartes. Donc, on fait confiance au ministère de la Culture là, qui veulent essayer de s'entendre avec le ministère de la Sécurité publique pour voir si une indemnisation pourrait être donnée et quitte à ce que la maison là, puisse être sauvée, tout cela. On les laisse, on a été très clair. On va continuer également nos discussions avec le ministère de la Culture, autant au niveau de la fonction publique qu'au niveau du cabinet politique. C'est un dernier prolongement, on l'a mentionné au ministère. Et est-ce que la maison pourrait être démolie si on en arrive que le ministère de la Culture n'arrive pas dans ses travaux? Tout est sur la table, je vous le dis, il est minimum à une. Et ça a été signifié au ministère de la Culture dans les derniers jours. Donc, ce soir, ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on va reporter la décision, mais la décision n'est pas reportée de 4 mois. Là. En février, c'est clair qu'il va y avoir décision qui va se prendre. Et comme je vous dis, tout est sur la table et il n'est pas écarté qu'un permis de démolition puisse être octroyé en février prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Besson qui seconde. En 6, maintenant, programme de rénovation Québec 2024-2025, inscription. Donc, c'est pour qu'on puisse là, continuer de s'inscrire au programme de rénovation Québec du gouvernement du Québec, un programme qui nous permet d'aider aux rénovations de certains bâtiments. Donc, annuellement, là, la Ville prévoit 58 000 $ et la Société d'habitation du Québec en prévoit tout autant. Et évidemment, c'est des prévisions et ça peut arriver là, qu'en raison de la demande auprès du gouvernement, que les sommes du gouvernement soient revues à la baisse. Donc, mais nous, on prévoit dans l'intérieur de nos budgets 58 000 $ et la Société d'habitation en prévoit autant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Boily et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. En 7, autorisation de paiement PSM MPI, le 22 rue Sainte-Anne. Donc, c'est des travaux là, qui ont eu lieu. Donc, entre autres, pour remplacer là, 5 ouvertures sur le hangar servant de boutique, remplacer la porte double en bois en façade, remplacer la porte double en bois sur le côté, remplacer 3 fenêtres en bois, modèle à 6 carreaux sur la façade, également la chambranle en bois là, au pourtour des ouvertures. On le voit, c'est quand même assez joli. Hein? C'est des travaux là, qui font en sorte de venir rehausser là, le bâtiment. Donc, intéressant qu'avec ces programmes-là, on puisse venir là, donner un coup de pouce aux citoyens qui décident de rénover leur résidence. Donc, c'est un montant de 15 500 $ là, qui est épuisé, donc qui est versé, pardon. Donc, on puise 9 300 $ dans la subvention PSM MPI et on a le 6 200 qui vient des coffres de la Ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Donc, Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde et c'est recommandé là, par les gens là, du service du patrimoine à la Ville là, qui se sont assurés que tous les travaux là, soient effectués et que la reddition de comptes là, soit conforme. En 8, demande à la Commission de protection du territoire agricole l'autorisation à une fin autre que l'agriculture. C'est pour le lot 3 622 560 et pour le lot 6 544 814. Donc, c'est pour permettre de connecter le bâtiment par voie souterraine en électricité. Donc, c'est pour la future, pour une résidence là, à la ferme Pérou. Donc, c'est un des copropriétaires là, qui va obtenir également là, des servitudes de la part de la ferme. Donc, on vient l'appuyer là, devant la CPTAQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. J'ai M. Boily et c'est secondé par M. Duchesne. En 9, PSM MPI, agent patrimoine, conversion des sommes résiduelles de l'enveloppe formation, déplacement, hébergement en salaire. Donc, on a un agent patrimoine à la Ville et son salaire là, est subventionné, du moins en partie, par le ministère de la Culture et des Communications. Notre entente devient à échéance, mais évidemment, on va faut redéposer là, pour la prochaine entente. Donc, c'est pour nous autoriser et qu'on puisse là, avoir un 25 000 $ là, du ministère là, de la Culture et des Communications pour financer une partie du salaire de l'agent là, pendant la période où il n'y a pas d'entente. Et on vient prendre également, là, dans la contribution de la Ville, le 16 637 $. Donc, il y a 60 % qui provient de la subvention et 40 % là, du budget de la Ville qui est déjà budgété. Et on a toujours bon espoir là, que l'entente là, pourrait être renouvelée avec le ministère de la Culture et des Communications. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Duchesne et c'est secondé par M. Boily.
On serait maintenant rendu à la correspondance. Donc, c'est un dépôt. Les membres du conseil en ont eu copie et ont pu poser leurs questions à l'administration. On serait maintenant rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Donc, je vais demander à notre directeur général, s'il vous plaît, M. Gagnon, de procéder à la lecture des comptes. Merci, M. le maire. Donc, pour les comptes du mois de décembre, pour un montant total de 1 902 070, dont 1 566 179 représentent des montants de 25 000 et plus. Si on prend les fonds d'administration, nous avons donc les entreprises Jacques Dufour, principalement le premier décaissement pour le contrat de déneigement, un montant de 191 122. Nous avons les huiles des roches, différents bâtiments à chauffer, un montant de 25 013. Nous avons Aviso Expert Conseil, l'étude pour la Rivière-des-Mares, un montant de 39 956. Nous avons Caisse populaire des fleuves et des montagnes, contribution aux divers fonds pour la retraite des employés, 38 000 $. Nous avons FQM Assurance, un montant de 355 471 pour les assurances de la ville. Nous avons Hydro-Québec, différents bâtiments également ici, un montant de 44 137. Nous avons Catabatic Aventure dans Charlevoix, un montant de 44 432. Ils ont contribué au nettoyage de la rivière suite aux inondations. Nous avons Terra Vestra Inc., un montant de 116 785. C'est pour le pompage des boues de l'étang d'épuration. Donc, pour le fonds d'administration, nous avons pour un montant de 854 919 des chèques de 25 000 et plus. Et pour le fonds des immobilisations, nous avons pour les montants de 25 000 et plus, 146 468 pour construction MP, divers travaux dans la ville. Nous avons construction éclair, 29 491 pour terminer le contrat de l'AGENA. Nous avons les entreprises Jacques Dufour et Fils, un montant de 172 904 pour les travaux sur le mur Ménard et sur l'asphaltage. Nous avons le groupe conseil CHG, 111 911, diverses études par rapport à la rivière et au mur. Nous avons Allen Entrepreneur Général, un montant de 178 299. C'est pour refaire l'aqueduc en dessous du pont Leclerc. Nous avons Géopieux, un montant de 37 941 pour diverses interventions en lien encore avec les inondations. Nous avons les transporteurs en vrac, un montant de 34 254, différentes interventions là, sur le territoire. Tout cela pour un montant de 711 260 qui représente des chèques de 25 000 et plus. Merci, M. Gagnon. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui secondent le tout. Donc, on serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, M. Besson? Non. M. Fizette? Mme Bouchard? M. Duchesne? Oui, une toute petite, juste pour inviter les citoyens et les citoyennes. Cette fin de semaine, à l'Aréna Marie-Claude Savard-Gagnon et M. Luc Bradette, il y aura un tournoi Atome et Pee-Wee. J'invite donc les citoyennes et les citoyens de venir en grand nombre, encourager ces jeunes qui se font valoir dans leur sport préféré. Donc, bienvenue. On vous souhaite en grand nombre. Merci, M. Duchesne, M. Boily. Oh, juste peut-être, mettons, 30 secondes et demie pour, en fin de compte, sans être... C'est pas long, là. Non, jamais long. Sans être vraiment, mettons, hors contrôle et hors de l'ordinaire. J'aimerais quand même souhaiter à tous nos citoyens de Ville Baie-Saint-Paul, tant les anciens que les nouveaux, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de nouveaux. Ville de Baie-Saint-Paul est quand même, mettons, une ville accueillante et d'accueil. Donc, à ces gens-là et à tous nous autres, ben, on se souhaite une belle année. Il en reste encore 50 semaines. On a le temps de se voir. Merci. Merci, M. Boily, d'avoir tout humour. On serait maintenant rendu à la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance ici qui aimeraient aller au micro pour s'exprimer?
Peut-être juste... attendez juste un petit peu, je veux juste voir si le micro il marche bien, si on vous entend à la télévision. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai à peu près fait le tour de la province de Québec. Mon nom est Joanne Robin. C'est moi qui ai le 50 rue Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul, la super maison familiale qui est à peu près le château Frontenac de la rue Saint-Joseph. J'ai juste à dire, quand M. le maire a dit qu'il est minuit moins 5, moi, je vous dirais qu'il est vraiment minuit. Plus on attend, moins on va pouvoir sauver cette maison-là parce qu'elle est en train de se dégrader. Puis, juste vous dire que moi, j'en peux plus d'attendre depuis le 1er mai, puis qu'il se passe absolument rien. C'est dossier, repart. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer? Thérèse Lamy, qui a déjà été à cette table-là durant 10 ans, puis qui est bien où elle est. Je ne vise pas à revenir en politique. Je veux, justement, au sujet du clocheton. Il y a une décision qui a été prise et moi, je me réjouis parce que, vous savez, j'ai toujours, tant que j'étais au conseil, puis bien avant, été préoccupée par la sauvegarde du patrimoine. Pour moi, c'est important, le patrimoine. Le patrimoine, c'est nous autres, en fait. Hein? C'est tout ce qui a été construit avant nous, ce qui a été construit et qui se construit maintenant et qui servira de patrimoine aussi à ceux qui vont nous suivre. Alors, ce patrimoine, c'est pas juste l'architecture, c'est pas juste les cabanes. C'est aussi nos us et coutumes, c'est notre culture, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous dansons. C'est tout ça, le patrimoine. Alors, je me réjouis d'une certaine façon, parce que vous allez voir, il y a 2 volets à mon affaire. Puis je vais vous poser ma question pour terminer, M. le maire, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de contexte. L'avis du comité de démolition qui préconise, qui refuse la démolition, en fait, est significatif, à mon sens, d'un amour et d'un respect du patrimoine que porte le Conseil au patrimoine. Et ça, je m'en réjouis. Je ne peux pas faire autrement que de m'en réjouir. Sauf que, bien sûr, l'autre volet de cette affaire, c'est sûr que, et Madame vient d'en faire état, je n'ai pas besoin d'élaborer longtemps là-dessus, c'est infiniment triste ce qui se passe pour elle, malgré tous ses efforts et malgré toutes ces années consacrées à la préservation du patrimoine. Vous savez aussi que les rivières, quand elles débordent, n'accordent aucune importance aux maisons, qu'elles soient patrimoniales, exceptionnelles ou peu importe. Et ça risque malheureusement de se reproduire. J'ajoute, puis après je viens avec ma question, le fil de presse de Radio-Canada publie aujourd'hui que le ministère va revoir, et semble-t-il que les riverains, les populations riveraines vont être très déçues, va revoir l'ensemble du territoire québécois dans la législation sur les zones inondables. J'aimerais que Baie-Saint-Paul, et là-dessus, c'est ma question, M. le maire, quand M. Bonnardel a déclaré au mois de mai que les zones inondables, on ne devrait plus construire dans les maisons inondables, dans les zones inondables, vous étiez, semble-t-il, d'après ce que les journaux ont rapporté, tout à fait d'accord avec cette proposition, cette position du ministre Bonnardel. Que s'est-il passé le 13 juillet pour que vous amendiez votre règlement du comité de démolition et que vous n'autorisez plus dans les zones inondables les maisons dites patrimoniales qui ont une valeur exceptionnelle ou autre chose? Alors, il y a là disons, une différence notable entre votre position et celle du Conseil par la même occasion. Une différence notable entre votre position du mois de mai et celle que vous avez entérinée en avalisant
la proposition du comité de démolition. Moi, j'aimerais comprendre comment il se fait qu'il y a ce changement quand même assez radical dans la proposition, dans ce que vous avez choisi de faire avec l'article 49 là, de votre règlement du comité de démolition. C'est ça ma question. Merci. Merci, Mme Lamy. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'une position, bien, c'est évolutif. Hein? Et en fonction des informations qu'on possédait, la visite, les inondations ont eu lieu le 1er mai. Le ministre François Bonnardel, là, qui est titulaire du ministère de la Sécurité publique, nous a rendu visite le 2 mai 2023. Donc, je vous dirais qu'en 24 heures, même pas, il y avait bien des informations qu'on ne possédait pas le 2 mai en question. On s'appuie sur des données scientifiques. Hein? Je vous dirais que les gens le savent. Hein? Moi, de formation, je suis professionnel de la santé. Donc, j'ai pas de compétences à ce niveau-là et on a des gens qui nous entourent, qui sont des ingénieurs, des gens qui sont des hydrologues, hydromorphologues. Il y a plusieurs personnes qui ont différentes connaissances, qui connaissent bien cela et on s'appuie sur ces gens-là. Hein. Je pense que faire confiance à la science, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Oui, comme titulaire de charge publique, on a à prendre des décisions, mais il faut être capable de s'entourer des gens qui disposent de connaissances à la fine pointe. On a des gens qui nous appuient, qui sont ici à Baie-Saint-Paul encore, hein, pour les différentes rivières, pour la question du rehaussement des maisons, pour les murets, tout ça. Donc, lorsqu'on nous mentionne que c'est sécuritaire, avec un risque contrôlé, de procéder à certains travaux, encore ça, ou de l'immunisation, on va de l'avant avec ça. Et toute la question du règlement au niveau du patrimoine, bien, vous l'avez fait allusion tantôt, Mme Lamy, d'entrée de jeu, c'est important de protéger le patrimoine. Donc, on essaie du mieux qu'on le peut d'y aller en protégeant notre patrimoine avec des mesures atténuantes. Et comme on le dit dans ce dossier-là, chaque dossier est unique. Hein? Il n'y a pas de dossiers qui sont identiques. C'est des dossiers qui sont tous différents. Et ce qu'on a comme paradigme dans ce dossier-là, c'est d'essayer de le protéger. Et si on en arrive que tout a été essayé et que ce n'est pas possible, bien là, on devra regarder là, différemment là, pour la suite des choses. Monsieur le maire, si je vous comprends bien, vous me répondez à ma question en disant que vous avez eu des avis de scientifiques, entre guillemets, là, de différents types, qui vous permettaient de croire que c'est sécuritaire de laisser les gens dans les zones inondables. C'est ça que je comprends dans votre réponse. Est-ce que c'est juste? En effet, c'est ce que je peux vous dire. C'est sûr, j'ai pas de boule de cristal là, devant moi ce soir, mais si ça avait été d'un danger extrême, tout ça, on aurait sorti tout le monde. Et là, actuellement, on n'a pas évacué le quartier. Il y avait des décisions à prendre et au moment où on a pris ces décisions-là, ça a été aiguillé. Ça n'a pas été fait en cachette non plus. Là. Il y a eu des discussions avec différents ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, les affaires municipales, la sécurité publique, le bureau du premier ministre. Il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont discuté avec nous et c'est des décisions qui, je pense, sont tout de même responsables. Et comme je le mentionne, si ça avait été très dangereux, on n'aurait pas refait un muret pour sécuriser les gens. Le muret qui a été quand même là, solidifié sur la rue Ménard, hein, pour une première intention. Il y a des demandes de subventions qui ont été faites également du côté du gouvernement fédéral. On est en attente de réponse, mais si on avait condamné le secteur, on aurait sorti tout le monde du secteur Saint-Joseph, du quadrilatère, de tout le secteur et on n'aurait pas procédé aux ouvrages de protection. Donc oui, si on garde les gens dans ce secteur-là, c'est qu'il y a des gens scientifiques qui nous ont dit que c'était sécuritaire de rester dans ce secteur. Et il y a quand même eu des pluies qui ont été quand même imposantes par la suite après le 1er mai. Là, je n'ai qu'à penser en juillet, il y en a eu en août, il y en a eu en octobre, 4 fois, puis il y en a eu le 18 décembre dernier. Et ça a quand même là, été là, correct pour le secteur. Donc pour l'instant, je crois que les scientifiques du domaine ont eu raison. D'accord. Maintenant, là, vous allez voir, on va connaître la politique du ministère, égard, parce qu'il y a la sécurité des citoyens qui est en cause dans ce dossier-là, mais il y a les coûts aussi des dommages. Et ça, évidemment, les coûts, malgré les subventions, c'est payé par quelqu'un, c'est payé par tous les citoyens du Québec. Alors donc, il y a une décision là, pour la collectivité qui doit être prise. Et on doit prendre ça en considération aussi. Simplement pour ajouter, je ne dis pas que vous ne le prenez pas en considération, là, mais faire état de 2 éléments de ce dossier-là, c'est-à-dire la sécurité en vies humaines et les dommages qui sont causés. Parce que, par exemple, c'est pas parce qu'on va hausser les maisons que s'il y a d'autres inondations, il n'y aura pas encore des dommages.
Il n'y aura peut-être pas de vie touchée, mais il y aura sûrement des dommages matériels qu'il faudra payer. Alors, ça aussi, ça doit être sur la table. Je vous remercie. Ça fait plaisir, Mme Lamy. Si je peux vous rassurer... Oh, faites attention. Si je peux vous rassurer, c'est tous des éléments auxquels on a réfléchi et qu'on prend acte lorsqu'on y va de notre décision. Et je le mentionne et je le rementionne une dernière fois, là, entendez-moi bien, c'est vraiment une dernière chance qu'on laisse à nos partenaires du ministère de la Culture et des Communications. Et j'ai été très clair au téléphone avec les gens du cabinet du ministre, avec les gens de la direction régionale. On laisse une dernière chance au ministère, mais il va falloir, c'est ça, qu'il y ait des résultats, puisqu'on n'étirera pas ce dossier-là encore plusieurs mois. Quand vous dites que vous donnez une dernière chance au ministère, je veux juste vous rappeler, M. le maire, que depuis le 1er septembre que vous m'avez téléphoné, lorsque vous avez placardé sur ma maison l'avis de démolition, et vous m'avez dit exactement ce que vous dites ce soir, que vous étiez en négociation avec les différentes instances pour régler le dossier, puis on est rendu le 15 janvier. Madame Robin, ça oui, ça c'est vrai, mais on a quand même des partenaires et pour nous, on pensait que finalement que les discussions là, étaient rompues, qu'il n'y avait pas de possibilité, mais la semaine dernière, quand les gens du ministère nous ont demandé une dernière chance, on a décidé de collaborer avec nos partenaires du ministère et on verra pour la suite des choses. Bonsoir, Claude Mercier, je suis le conjoint de Joanne. Je vous parle 2 secondes du clocheton, puis après, j'ai une autre question. Au sujet du clocheton, pour vous mentionner, pour le bénéfice de tout le monde, qu'aujourd'hui, Joanne a déposé une pétition à l'appui de la démolition, en fait, à l'appui qu'il y ait quelque chose qui se passe rapidement. Cette pétition est signée que par des gens de Baie-Saint-Paul, aucunement par les gens de sa famille. Là. Et ça fait état du fait que, il faut qu'il se passe quelque chose, et rapidement. Le tout est déposé au Conseil, M. Mercier. Merci, je suis content, tout le monde doit le savoir. Ma question, c'est complètement différente. Allez-y. La première fois que je fais présence ici à une réunion, et je vois 5 plus 1. Il y a un absent, je comprends qu'il y a un absent. C'est quoi le ratio de conseillers qu'on dit par milliers de personnes dans une ville? C'est en fonction là, de la loi là, sur les cités et villes. Et, dans la loi, il faut qu'il y ait 6 conseillers et un maire. Là. Et je vous dirais que même là, dans les municipalités comme à Baie-Sainte-Catherine, où on peut compter peut-être 200 de population, il y a 6 conseillers et un maire aussi. Et il y a seulement que dans des grandes villes là, où on peut le déroger et avoir plus de conseillers. Mais il n'y a pas de ratio pour dire, tu sais, comme dans les districts de Baie-Saint-Paul, il y a des districts là, où on a moins de 1000 électeurs. Il y en a d'autres où on en a là, plus de 1000, tout ça. Donc, c'est pas vraiment en fonction là, du nombre de citoyens, mais bien en fonction de la loi qui prévoit qu'il y a 6 conseillers et un maire. On ne pourrait pas en avoir plus? Pour Baie-Saint-Paul, non, c'est vraiment fixé par la loi. C'est à 20 000 qui commencent à avoir plus que 6 à 20 000? C'est ça. Sinon, on serait... Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle qui voulaient aller au micro? Non. Donc, est-ce qu'on avait des questions là, qui nous avaient été expédiées? M. Bouchard. Oui, M. le maire, j'ai reçu 2 questions là, verbalement de M. Claude Frappier. Là. Une première question, c'est concernant, lors de l'adoption du dernier budget par la Ville en décembre, il n'y a pas été question là, du service de la dette. M. Frappier aimerait que vous donniez de l'information concernant la dette de la Ville. OK. C'est sûr que mais la dette, on en parle beaucoup plus lorsqu'on arrive aux états financiers, là, où que le vérificateur comptable passe ici à la Ville. Là. Habituellement, c'est en mai. De mémoire, ce que je peux dire, là, c'est qu'on avait là, une dette de 44,9 millions en janvier 2023. Et là, cette année, là, on serait à 45,4. Il y avait une charge de 8,3 de mémoire là, qui est à la charge du gouvernement du Québec, là, en plus, là, qu'on doit ajouter que ça, c'est pas au contribuable de Baie-Saint-Paul. Il y a quand même des projets majeurs, dont l'Arena, qui ont figuré là, dans les dernières années. Et c'est sûr que les inondations aussi vont s'ajouter à tout cela. Mais c'est des questions, là, s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, j'invite M. Frappier, là, on pourra, là, par le biais du service des finances, fournir de l'information là, plus étayée. Mais comme je le mentionne, lorsqu'on arrive en mai avec le vérificateur comptable qui vient, là, c'est là qu'on fait vraiment là, le tour et qu'on regarde là, les états financiers de la dernière année où on peut là, parler davantage
de la dette. Hein. Lorsqu'on est à l'adoption du budget, c'est vraiment le taux de taxation puis les différents postes budgétaires de la prochaine année là, où on vient préciser là, quel sera notre budget. Mais grosso modo, là, c'est un petit peu ça. Là. Je dis pas n'importe quoi, là, M. Gagnon. Non, c'est correct. Monsieur notre greffier. Une deuxième question concernant le projet de réfection du boulevard Leclerc. Qu'en est-il? C'est quoi l'échéancier? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bien, c'est sûr que le projet là, de réfection du boulevard Leclerc, il a été quand même repoussé. Là, on le sait, ça a été repoussé à maintes reprises. Avec les inondations, là, on a des discussions avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et ils veulent s'assurer vraiment que tout soit correct là, pour pas qu'on le refasse deux fois. Donc, c'est repoussé dans le temps. Là, on parle plutôt là, d'un horizon entre 2026 et 2028. Donc, c'est repoussé dans le temps. C'est pas ce qui était prévu, mais quand je vous dis que les inondations, ça a changé bien des choses, ça a repoussé des projets là, dans la planification également. Cependant, il va y avoir une couche là, de bitume, d'asphalte qui va être refait là, pour repaver le tout. Et c'est cet été, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça cette année. L'asphalte va être refait là, sur l'ensemble du boulevard Leclerc. Donc, au moins pour... ça ne vient pas changer pour tout l'ensemble des infrastructures qui sont souterraines, mais cependant, au moins, il va y avoir là, une couche d'asphalte qui va permettre de mieux là, circuler sur le secteur, puisqu'on sait que la couche est très maintenant minime. Et il y a des fameux nids de poules qui se pointent le bout du nez là, à chaque printemps dans le secteur. Donc, je crois que ça va faire là, bien du travail. Ça sera important là, et ça sera très bien là, de voir l'asphalte qui sera au moins le refait là, pour tenir jusqu'en 2027-2028. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, maintenant, ça se termine pour la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Donc, Mme Bouchard et j'ai M. Bessonne qui seconde. Donc, bonne fin de soirée, tout le monde. Je m'excuse pour la Jean-Baptiste.